Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger votre évaluation sur la mécanique, donc on va faire exercice par exercice. Et vous, votre objectif, en fait, c'est d'essayer de bien reprendre votre copie, de bien comparer à la correction pour voir ce que vous pouvez améliorer pour le prochain DS en fin d'année. Donc, on commence avec le premier exercice, qui va être un classique où on va faire pas mal de tracés de vecteurs. On vous dit, on étudie du patinage artistique et on va étudier le mouvement de la patineuse décrit par cette chronophotographie. On vous dit ici qu'en gros, pour réaliser cette figure-là, vous avez le patineur qui est en gros fiché dans la glace, donc il est accroché dedans, et il fait tourner la patineuse autour de lui. On vous demande quel est le système qu'on étudie dans cette situation. Alors, dans cette situation, là, ce dont on est en train de repérer les coordonnées, c'est la patineuse. Donc, attention, on n'écrit pas que c'est les deux patineurs. Là, ici, ce dont vous repérez la position, c'est bien uniquement la patineuse. Alors, vous pouvez évidemment faire une phrase. Là, je vais aller un peu vite. Mais je vous rappelle qu'un système, dans l'idée pour être parfaitement rigoureux, on le met entre accolades. Ensuite, on vous demande dans quel référentiel. Alors, il y en a trois, hein, terrestre, géocentrique et héliocentrique à votre programme. Nous, ici, on se place évidemment par rapport à la surface de la Terre. Ça paraît plus logique d'étudier du patinage artistique par rapport à un point à la surface de la Terre ou de la glace. Donc on va se dire qu'on est dans le référentiel terrestre et vous allez voir clairement dans les questions 7, 8 et 9, on va devoir utiliser les lois de Newton. Donc je vais rajouter que c'est un référentiel terrestre supposé galiléen. Parce que pour appliquer les trois lois de Newton, il faut qu'on fasse l'hypothèse que c'est galiléen. Alors, je n'ai pas à compter faux si vous ne l'avez pas mis. Des fois, certains d'entre vous l'ont rajouté quand ils ont utilisé une loi de Newton. Dans le doute, vous pouvez aussi le marquer tout le temps. Mais si vous avez besoin de faire une loi de Newton ou bien un théorème de l'énergie cinétique ou mécanique, supposez bien que le référentiel est galiléen. Ensuite, on vous dit, on a le document 1 qui nous décrit le mouvement de la patineuse. On vous demande de qualifier son mouvement. J'ai été sympa en vous disant qu'il fallait deux adjectifs parce qu'en fait, c'est à vous de le savoir. Pour qualifier un mouvement, on qualifie la trajectoire, ça vous fait un adjectif, et on qualifie la vitesse, ça vous fait un autre adjectif. Les trajectoires, il y en a trois à votre programme cette année. La trajectoire rectiligne, quand c'est bon, selon une droite. La trajectoire circulaire, si c'est un cercle ou un arc de cercle. Et curviligne ou quelconque, si c'est ni l'un ni l'autre. Ici, vous êtes évidemment dans une trajectoire circulaire, on le voit là. On vous dit que la patineuse décrit des cercles. Donc, on va pouvoir dire que la trajectoire est un cercle. Donc, le mouvement est circulaire. Et ensuite, toujours dans le document, on vous dit la vitesse est constante. La vitesse est constante. Ça veut dire que votre mouvement, il est circulaire uniforme. Et voyez, en fait, pensez bien à ça. Vous avez besoin de deux termes, ici circulaire et uniforme, pour bien décrire un mouvement. Un pour la trajectoire, un pour la vitesse. Ok, on entre maintenant avec la question 4 dans le vif du sujet, donc tracer les vecteurs, trouver les normes, etc. Donc là, on va servir à fond de cette chronophotographie. Vous avez deux vecteurs vitesse à trouver, le vecteur V3 et le vecteur V4. Je vais commencer par écrire leur formule. Alors, il ne faut pas que je dépasse trop, j'ai pas beaucoup de place, donc ça sera pour la question 4. Vous voulez juste la norme. Donc, si vous voulez juste la norme, vous pouvez l'écrire comme ça. Je vous rappelle que pour avoir la norme d'un vecteur vitesse, on étudie par rapport au point d'avant et au point d'après. Ça veut dire qu'il vous faut la norme du vecteur M2, M4 et divisé par l'intervalle de temps entre ces deux points. Donc là, regardez, en fait, M2, il est là, M3, il est là, M4, il est là. Donc vous, en fait, il vous faut l'intervalle de temps qui s'est passé entre M2 et M4. Donc vous voyez, vous allez faire une fois cet intervalle, une fois cet intervalle. Et on vous écrivait ici que les positions étaient repérées à un intervalle de temps de taux égale 40 millisecondes. Donc vous voyez, ça veut dire que l'intervalle de temps s'appelle taux. Donc moi ici, je peux l'appeler 2 taux. Petite remarque, vous pouvez aussi l'écrire si vous voulez T4 moins T2. Et vous pouvez aussi l'appeler delta T, comme vous voulez. C'est vous qui voyez. La seule lettre qui n'est pas à utiliser, c'est... vous ne pouvez pas l'appeler taux. Vous voyez, M2 sur M4 sur taux. Parce que le taux, c'est juste une seule fois l'intervalle de temps, 40 millisecondes. Ensuite, donc du coup, on va faire l'application numérique. Pour ça, il va falloir mesurer. Donc, bon, moi, je suis désolée, hein, évidemment, comme je le fais au tableau, ce ne sera pas exactement la même échelle. Mais vous mesurez la distance entre M2 et M4
sur votre feuille, donc vous voyez, sans passer par M3, on mesure ce qu'on appelle la corde de la trajectoire, c'est-à-dire la distance la plus courte entre M2 et M4. Sur ma feuille, moi j'ai trouvé que la distance M2, M4, elle valait 2,3 cm sur le schéma. Et donc d'après l'échelle, je ne fais exprès pas de vous mettre une échelle trop compliquée, d'après l'échelle, ça veut dire que M2 et M4 vaut 0,23 mètres de façon réelle, d'après l'échelle. On peut faire rapidement l'application numérique. Ça signifie donc que V3 c'est égal à 0,23 divisé par 2 fois l'intervalle de temps. On fait super attention. Ici, il est donné en millisecondes. On vous dit que ça vaut 40 millisecondes. Vous, pour être dans une unité adaptée pour la vitesse, convertissez-le en secondes. Donc, du coup, moi, je vais écrire que c'est égal à 2 fois 40 fois 10 moins 3. Vous pouvez aussi l'écrire 0,040, c'est vous qui voyez. Et quand je fais l'application numérique, je respecte bien les chiffres significatifs et j'arrive à 2,9 mètres par seconde. Vous voyez, deux chiffres significatifs, parce que j'en ai deux là, j'en ai deux là. 2 est un nombre pile. Donc, on s'arrête là pour V3. Ensuite, on vous demande aussi V4. Tac, tac, tac. Ah oui, c'est ça. On vous demandait la norme des vecteurs vitesse en M3 et en M4. Donc, en M3, moi, je l'appelais V3. En M4, je l'appelais V4. Donc, pareil pour V4. Là, pour V4, hop. Donc, cette fois-ci, si vous voulez la norme de V4, vous devez étudier le point qui est avant le point 4, donc le point 3, jusqu'au point 5. Encore une fois, entre M3 et M5, vous avez 2 fois l'intervalle de temps, vous voyez. Hop, vous avez taux ici et taux ici. Donc ici, je vais avoir 2 taux. Alors, je vais aller vite, parce qu'on l'a déjà fait une fois. Quand je mesure M3, M5 à la règle, moi j'obtiens 2,7 cm. Ça veut dire que si j'utilise l'échelle de 1 cm pour 0,1 m, ça veut dire que M3, M5 fait 0,27 m. Je l'écris là. 0,27 m. Divisé par 2 taux, encore une fois, c'est 2 fois 40 fois 10 moins 3. Et ça me donne 3,4 mètres par seconde. Alors, petite remarque. Ça peut être intéressant de le noter, j'espère que ça ne vous a pas trop perturbé. Je me dis, c'est l'occasion de dire quelque chose. On vous dit que la vitesse doit être constante. Là, on voit qu'elle n'est pas constante. 2,9 mètres par seconde, 3,4 mètres par seconde, c'est pas parfaitement uniforme. D'ailleurs, on le voit honnêtement, il y a des endroits où les points sont plus espacés, des endroits où ils sont moins espacés. On peut mettre ça sur l'échelle des incertitudes. En gros, là, si je suis en train de faire une vraie figure, peut-être que c'est pas parfaitement uniforme. En gros, peut-être que des fois, le patineur, il va tirer un tout petit peu plus fort ou quoi que ce soit. Ça pouvait être une façon de critiquer ça. Bon, de toute façon, là, il fallait vraiment simplement les calculer. Mais si vous aviez eu envie, vous auriez pu faire un petit commentaire. C'est quand même pas parfaitement uniforme. Ok, voilà pour la question 4. Maintenant, la question 5, vous allez devoir représenter les vecteurs vitesse V3 et V4 et préciser l'échelle utilisée. Alors, essayez d'utiliser l'échelle la plus simple possible. Moi, vous voyez ce que j'ai choisi comme échelle. Donc, par contre, n'oubliez pas de la marquer. C'est que j'ai choisi le fait que 1 cm correspondrait à 1 mètre par seconde. Voilà, donc vous n'oubliez pas de le préciser. Ensuite, vous devez les tracer. Alors, je vais faire avec plein de couleurs différentes parce qu'on a pas mal de vecteurs à tracer. Donc, rappelez-vous, un vecteur vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire. Tangent à la trajectoire, ça veut dire que vous respectez une certaine forme de symétrie entre le point d'avant et le point d'après. Surtout, ça ne doit pas traverser la trajectoire. Donc, ça doit passer par le point M3, mais pas traverser la trajectoire. Du coup, j'ai dit 1 cm, 1 mètre par seconde. Je vais donc devoir faire un vecteur qui fait 2,9 cm. Alors, je suis désolée, le tableau, voilà, je fais un vecteur un peu d'une taille approximative. Donc, il doit être tangent à la trajectoire. Il doit être dans le sens du mouvement. Vous voyez ici le mouvement, ça suppose que ça tourne comme ça. Donc, effectivement, le sens est bien comme ça. Je fais une norme de 2,9 cm sur le schéma pour correspondre avec mon échelle. Et mon point d'application de V3, c'est évidemment M3. Je fais la même chose pour V4. Je vais même le faire dans une autre couleur. Donc là, pareil, mon point d'application, c'est cette fois-ci V4. Je mets toujours tangent à la trajectoire. Alors, tangent à la trajectoire, pour moi, ici, ce sera à peu près comme ça. Si je respecte mon échelle, 1 cm donne 1 mètre par seconde. Ça veut dire que je vais faire un vecteur de 3,4 cm. Ouais, celui-là, il est un petit peu plus long que l'autre, donc c'est pas mal.
Ça, c'est V4. Et j'ai fini pour la question 5. On passe encore au encore plus dur du sujet. Vous, ce qui vous intéresse notamment, c'est le vecteur variation de vitesse. C'est-à-dire, entre ce point-là et ce point-là, comment est-ce que la vitesse va varier. Donc pour ça, vous devez tracer le vecteur delta V. Alors ici, dans l'énoncé, on vous donne un nom qui s'appelle delta V 3,4 et ça correspond à V4 moins V3. Donc V4, il est ici. Votre but, c'est d'ajouter moins V3. Donc V3, il est là. Ça signifie donc, si V3, il est comme ça, moins V3, il est comme ça. Bon, je vous le dessine très vite fait. Ceci est moins V3. Et bien là, pour faire V4 moins V3, eh ben, je vais faire V4 qui est ici et j'ajoute moins V3, donc je vais juste le translater, le déplacer, on va le mettre bout à bout de mon vecteur. Donc pour ça, ça doit respecter bien la même direction. Donc je vais essayer de faire deux vecteurs bien parallèles et qui ont exactement la même taille. Même si on est d'accord, hein, ce n'est pas le plus beau truc de la planète, il faudrait faire bien avec une équerre pour que ce soit bien parallèle. Je vous avoue que je m'épargne ce problème. Donc ici, j'ai moins V3. Et là, n'oubliez surtout pas, certains ont perdu des points, et bien pour avoir le vecteur V3 moins V4 moins V3, en fait, il faut relier les deux. Le vecteur V4 moins V3, et bien c'est tout simplement le vecteur qui va relier le début de V4 à la fin de moins V3. Et voici mon vecteur delta V. Voici mon vecteur delta V, et je respecte bien la notation de l'énoncé, V3, 4. Voilà. Et c'est bon pour la première partie de la question 6. On n'oublie pas la deuxième partie, certains d'entre vous ont oublié, et certains d'entre vous se sont trompés. Cette formule-là, vous ne pouvez pas l'écrire simplement avec la norme comme ça. Vous ne pouvez pas vous dire, ok, delta V c'est égal à 3,4 mètres par seconde moins 2,9 mètres par seconde. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, vous voyez bien qu'ils n'ont pas les mêmes angles, ils n'ont pas les mêmes directions, justement, ces vecteurs V4 et V3. Vous devriez utiliser un théorème d'Al-Kashi pour le trouver et c'est pas notre programme, c'est trop compliqué pour nous. Vous n'avez pas le choix, il va simplement falloir le mesurer. Alors, et moi, quand je le mesure, mon vecteur V3, V4, alors là, je ne le fais pas exactement au tableau, je reprends mes valeurs que j'avais fait sur la feuille. Quand je mesure cette distance-là sur ma feuille, j'obtiens 1,9 cm. Donc, je vais le marquer. Delta V3, 4 égale 1,9 cm sur le schéma. Et comme j'ai pris une échelle hyper simple, ça veut donc dire que mon delta V vaut 1,9 mètres par seconde. Et vous voyez, ça ne correspond pas du tout à faire 3,4 moins 2,9. Vraiment, ça ne marchera jamais, jamais comme calcul. Delta V ne peut pas se calculer, il ne peut que se mesurer à notre niveau. Voilà pour delta V qui vaut 1,9 mètres par seconde. Et le dernier vecteur que nous avons à représenter, c'est le vecteur somme des forces. On vous demande de le faire au point M3. Parce que vous voyez, ça s'appelle somme des forces 3. Son point d'application sera le point M3. Vous voyez, delta V3, 4. Vous pouvez le faire en point d'application soit au point 4, soit vous pouvez aussi le déplacer pour le mettre au point 3. Les deux sont possibles. Mais par contre, attention, pour la question 7, somme des forces au point 3, là on n'a pas le choix. On va devoir le faire au point 3. Et on vous demande de justifier sa direction et son sens. Je vais effacer tout ça parce que ce qui relie delta V et le vecteur résultante des forces, somme des forces, eh bien en fait c'est la deuxième loi de Newton. C'était ça la justification à utiliser. Ça a été moins bien réussi que ce que j'espérais cette question-là parce que j'avais mis plein d'exos dans le chapitre 9 pour s'entraîner. Vraiment, la justification, c'est que d'après la deuxième loi de Newton, j'écris la formule. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin d'être galiléen, parce que déjà, dès maintenant, j'utilise la deuxième loi de Newton. Bon, j'espère que je ne dépasse pas. Si je dépasse, il y a marqué d'après la deuxième loi de Newton. J'écris la formule. Somme des forces égale M, donc la masse du système, sur delta T, l'intervalle de temps, fois delta V. Alors ici, je vais respecter, vous voyez ça c'est la deuxième loi de Newton telle qu'on l'a marquée dans le cours. Moi je vais respecter bien les notations de l'énoncé. Je crois que je n'ai pas de notation pour la masse de la patineuse, donc je peux l'appeler M si je veux. Par contre on me demande de l'appeler somme des forces au point 3, et mon vecteur delta V il s'appelle delta V3, 4. Delta T je peux l'appeler comme ça, vous voyez, taux c'est autre chose, donc je peux l'appeler delta T. Et ça du coup ça veut dire que ce vecteur et ce vecteur sont collinéaires, ils ont la même direction.
En fait, ils ont même le même sens aussi. Parce que vous voyez, m divisé par delta t, c'est une constante. C'est-à-dire que là, j'ai le fait que mon vecteur somme des forces 3, eh ben, c'est égal à une constante fois delta v. Donc, ils sont dans la même direction et le même sens. Et je vais juste marquer ça, vous n'avez pas besoin de développer plus en termes de justification. Parce qu'en fait, c'est peut-être dur à voir pour vous mathématiquement. Mais vous voyez, là, c'est comme si j'avais ce vecteur-là qui était, voilà, somme des forces 3, je le fais au brouillon là, qui est égal à une constante que je vais appeler alpha, fois mon vecteur delta v. Donc forcément, comme le vecteur somme des forces, c'est une constante fois un autre vecteur, et bien ces deux vecteurs-là, ils ont la même direction, et ils ont aussi le même sens, parce que cette constante est positive. Vous voyez, c'est comme si je faisais, somme des forces 3, c'est égal à 2 fois ça. Du coup, forcément, ils auraient la même direction et le même sens. Si c'était moins 2, ils auraient la même direction, mais un sens opposé. Là, ici, vous voyez bien que m, il est forcément positif, l'intervalle de temps sera positif, donc ils sont bien dans le même sens. Mais vous voyez, vous avez vraiment juste ça à écrire. Hein. Là, je vous l'explique au brouillon, mais par contre, l'idée, c'est juste, grâce à la deuxième loi de Newton, on voit que ces deux vecteurs ont la même direction et le même sens. La même direction et le même sens que le vecteur variation de vitesse, donc delta V 3, 4, ça n'a pas le même point d'application, alors pas forcément, parce que vous voyez, je vous dis que V3, 4, ça pouvait avoir comme point d'application le point M4 ou bien le point M3. Et ça n'a pas non plus la même norme, parce que vous voyez, en fait, déjà, ça n'a pas la même unité. Ça, c'est en mètres par seconde, ça, c'est en newton, parce qu'en fait, somme des forces, c'est censé être égal à quelque chose fois ça, donc si ça ne vaut pas 1, ça n'aura pas la même valeur. Mais là, de toute façon, j'aurais dû vous rajouter ici à la question 7, sans souci d'échelle, représenter le vecteur somme des forces. Comme ça, vous avez juste à faire un vecteur collinéaire dans la même direction et le même sens que le vecteur variation de vitesse. Par contre, attention, vous devez bien le faire partir du point M3. Je vais le faire vert. Donc, même direction et même sens. Par contre, pas forcément même longueur. De toute façon, il n'y a vraiment pas de problème d'échelle. Vous essayez juste de le faire bien parallèle. Voilà. Hop, je vais le faire un peu long juste pour qu'on le voit bien. Mais il n'est pas forcément plus long. Hein. Vous pouvez le faire plus long ou moins long, peu importe. Et ceci est le vecteur résultante des forces au point 3. Mais vous retenez à fond, parce que je vous promets que je le remets dans la prochaine évaluation, que, en fait, vous avez juste à retenir cet argument-là. Ce qui relie la variation de vitesse et la résultante des forces, c'est la deuxième loi de Newton. En gros, en fait, si vous voulez faire varier un système d'une grande vitesse, vous allez devoir appliquer une grande force. Vous voyez, ces deux vecteurs-là sont proportionnels. Ça ne se dit pas trop pour des vecteurs, mais c'est vraiment ça l'idée. Ok, super. Maintenant, on passe du coup, on a fini avec les tracés de vecteurs, on passe aux autres questions qui vont encore plus exploiter les lois de Newton. Je vais remonter. Donc, pour la question 8, donc on vous parle d'une flèche rouge sur le schéma et on vous dit que ça désignait la force du patineur sur la patineuse. On assimile ça à une tension. Un peu comme vous savez la tension du fil, en fait c'est un bras qui tient, le bras on l'assimile à un fil. Et vous voyez en fait on vous dit c'est cette petite flèche là. Donc elle a comme point d'application les mains qui se tiennent, voilà. Et ça va de la patineuse vers le patineur et ça a une direction on va dire à peu près horizontale. Donc ça c'est la force du patineur sur la patineuse. Donc celle-là on l'appelle force patineur. Et on vous demande en fait qu'est-ce que vous pouvez dire de la force de tension de la patineuse sur le patineur? C'est-à-dire, là, cette fois-ci, le patineur a une force sur la patineuse, vous voyez, il la tire par là. Et par contre, quelle est la force de la patineuse sur le patineur? Parce que forcément, en fait, le patineur le tient, mais par contre, la patineuse aussi le tient. Et bien là, en fait, la meilleure façon de justifier, c'est en utilisant la troisième loi de Newton, le principe des actions réciproques. Je vais l'écrire là. Donc là, pareil, on cite la loi d'après la troisième loi de Newton, donc que vous pouvez aussi appeler le principe des actions réciproques. En fait, on sait que la force, je vous fais au brouillon là, on sait que la force d'un objet sur un autre objet, donc d'un objet A sur un objet B, c'est égal à moins la force d'un objet B sur un objet A.
En gros, en fait, ça veut dire que la force du patineur, je vais appeler ça heure, sur la patineuse, c'est égal à moins la force de la patineuse sur le patineur. En gros, le patineur tient la patineuse autant que la patineuse tient le patineur. C'est vraiment ça l'idée de réciproque. Donc, d'après la loi de Newton, en fait, bon, qu'est-ce que la troisième loi de Newton? Franchement, vous pourriez écrire, bon, je vais quand même faire une phrase, mais la force du patineur sur la patineuse a le même sens. Oh, et j'ai peut-être tout écrire. Nous, on veut la force de la patineuse. Donc, je vais l'écrire la phrase dans ce sens-là. De la patineuse sur le patineur a le même sens, la même direction. Pardon, j'écris vraiment n'importe quoi. A la même direction la même norme que la force du patineur sur la patineuse. Du patineur sur la patineuse. Par contre, on peut écrire que elle a un sens opposé, mais un sens opposé. Du coup, en fait, vous avez simplement que la force de la patineuse, c'est égal à moins la force du patineur. Donc, la force de la patineuse sur le patineur égale moins la force du patineur sur la patineuse. Vous voyez, là, c'est encore représenté. Ça, c'est la force du patineur sur la patineuse, donc qui tient la patineuse. Et bien, la patineuse qui tient le patineur, ça va ici avoir le même point d'application parce qu'ils se tiennent les mains. Pardon, c'est trop long. Et ça va avoir la même direction, donc vous voyez, horizontale, la même norme, et par contre, des sens opposés. Voilà. C'est vraiment ça l'idée des actions réciproques de la troisième loi de Newton, c'est que l'action d'un objet sur un autre objet est réciproque à l'inverse. En gros, patineur A a une action sur patineuse B, et patineuse B, du coup, a la même action sur le patineur A, mais juste dans l'autre sens. Voilà, et en fait, du coup, c'est tout. Il y a juste besoin de ça. Vous voyez, les trois lois de Newton, en fait, elles se suffisent un peu à elles-mêmes. Là, finalement, j'ai juste expliqué la loi de Newton, mais par contre, la formule, en fait, dit un peu tout aussi. Super. Ensuite, là, on passe maintenant complètement à une autre situation. On vous dit, le patineur, il est fatigué, il s'arrête, il se met debout et immobile sur la glace. À ce moment-là, j'aurais dû le rajouter dans l'énoncé, mais il a bien lâché la patineuse. Il est vraiment tout seul. Donc, on vous dit de représenter un schéma de la situation. Je vais le faire là. Hop. Alors, et je vais le faire au point le plus simple possible. Après, on ne me dit pas que je peux représenter le patineur par un point, mais je crois que je vais vraiment faire le schéma le plus bête possible. Donc ça, c'est la glace. Et votre patineur, hop, je crois que je vais juste faire ça. Vous voyez, le moins possible. Notamment, je ne vais pas faire un bonhomme avec deux jambes. Je vous ai déjà expliqué ça, mais je fais le plus simple possible. Donc, il est debout, il est immobile sur la glace. Il est à la surface de la Terre, donc il y a forcément son poids. Donc son poids, direction verticale, sens vers le bas, point d'application, le centre de gravité, donc vous voyez à peu près le milieu de votre dessin, le nombril en gros du bonhomme. Super. Ensuite, par contre, il n'est pas en train de tomber, le bonhomme, parce que justement la glace le retient. Et bien du coup, il y a aussi la réaction du support. Donc c'est sans souci d'échelle. Même si, vous allez voir, je vais faire les deux de la même taille, à peu près. Voilà. Ça, c'est la réaction du support. Et là, vous faites super attention. La réaction du support, c'est une force de contact. Donc, le point d'application, c'est le point de contact entre la glace et le patineur. Et c'est tout. En fait, vous n'avez pas d'autre force. Votre patineur, il est immobile, donc il n'y a pas de frottement. Il a lâché la patineuse, il n'y a pas de force de tension. C'est tout pour la question 8. Petite remarque, si vous avez envie d'être hyper rigoureux, on a changé de système à ce moment-là. À partir de cette question-là, la deuxième question 8, le système, c'est le patineur. Voilà. Et plus la patineuse. Par contre, on est toujours dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Ensuite, pour la question 9, ben, vous voyez, hein, c'est un peu le combo. Dans la question 7, on a utilisé la deuxième loi de Newton. La question 8, on a utilisé la troisième loi de Newton. Et ben là, on va utiliser la première loi de Newton.
En fait, l'idée, c'est que on vous dit qu'est-ce qu'on peut dire du vecteur résultante des forces, que j'ai appelé somme des forces prime. Alors, bon, on peut le deviner, mais vous voyez, j'ai dit que j'allais faire les deux exactement de la même taille. Et bien, si je fais les deux de la même taille, le vecteur résultante des forces, somme des forces prime, il est égal au vecteur nul. Donc, ne le rajoute, ça, il ne faudrait pas le rajouter sur le schéma. Hein. C'était pas la question 8, ça. Mais juste, je vous le montre là maintenant dans le cadre de la question 9. Si on additionnait ces deux vecteurs-là, normalement, ça vous ferait le vecteur nul. Donc, le vecteur nul, c'est 0. Donc, somme des forces prime égale vecteur nul. Et ça, en fait, on le sait grâce à la première loi de Newton et même grâce à la réciproque de la première loi de Newton. Je vous redis ça, qu'on appelle aussi le principe d'inertie de Galilée. Le terme inertie est important. D'après la réciproque de la première loi de Newton, en fait, la première loi, pas la réciproque, mais la première loi, vous dit que si les forces sur un système se compensent, alors le système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Et la réciproque vous dit que si le système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur ce système se compensent, donc la somme des forces vaut 0. Et là, regardez, vous avez un système immobile. C'était vraiment ça le plan. Et c'est ça la réciproque, parce que vous voyez, on utilise la loi de Newton, mais dans l'autre sens. Donc je vais finir là. Hop, ça j'enlève, c'est un autre schéma. Hop. Donc je finis ici. D'après la réciproque de la première loi de Newton, le système est immobile. Le système est immobile. Alors franchement, vous pouvez même déjà marquer si vous voulez. Donc, somme des forces égale 0. Alors, on vous demande bien par contre de l'appeler somme des forces prime. Hein. Donc, vous l'appelez somme des forces prime, vous notez, enfin, vous utilisez la notation de l'énoncé. Moi, j'aime bien marquer donc les forces qui s'exercent sur le système se compensent, d'où le fait que la résultante soit égale à 0. Mais c'est pas obligé. Hein. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous citez la bonne loi de Newton, c'est que vous avez compris. Vous avez juste à donner la conséquence, même pas à l'expliquer. Vous voyez là, entre parenthèses, je suis en train d'expliquer. Les forces sur le système, donc c'est-à-dire le poids et la réaction du support, se compensent. Et si elles se compensent, bah, ça veut dire que la somme des deux vaut 0. En gros, l'un annule l'autre, bah, super, ça s'annule, donc ça fait le vecteur nul. Et la réaction du support se compense. Super. Et c'est tout pour cet exercice. Retravaillez-le bien. Clairement, avec les lois de Newton et le tracé de vecteur, c'est un classique de chez classique, mais par contre, il n'était pas facile. Hein. Voilà. On passe maintenant à l'exercice 2. Donc, dans cet exercice, on vous expose une situation qui, avec son overboard, que je matérialise par un point M, je vais vous expliquer pourquoi c'est plus pratique de le matérialiser par un point après, qui va devoir freiner parce qu'il a vu un lapin sur la route. Donc, comme d'habitude, pour être parfaitement rigoureux, n'oubliez pas de préciser le système entre accolades. On vous le disait dans le texte, hein, ici le système c'était l'ensemble de Timmy et de son overboard. Et on se place dans le référentiel terrestre parce qu'a priori ça nous intéresse d'étudier le freinage à la surface de la Terre. Et on va devoir supposer ce référentiel galiléen parce que comme vous le voyez dans la question 2, on va devoir utiliser le théorème de l'énergie cinétique et donc de ce fait-là, avoir le référentiel supposé galiléen. Ce qu'on vous demande dans la question 1, c'est d'abord d'exprimer littéralement les travaux des forces, donc pas de les calculer. Vous allez voir, dans cet exercice, on fait vraiment la distinction entre exprimer et calculer. À la question 2, on vous demandera exprimer puis calculer, mais là, pour le moment, il faut juste les exprimer. Même si vous allez voir, on peut quand même en déduire quelques infos. Donc on veut les travaux des différentes forces. Donc peut-être que le plus simple, c'est d'abord de trouver les forces qui s'exercent sur le système Timmy plus overboard, donc qui ont une masse de 60 kg, d'après ce qu'on vous précise dans l'énoncé. Donc comme d'habitude, quand on est à la surface de la Terre, on va avoir le poids. Et voilà l'intérêt de représenter le système par un point et pas de faire un petit dessin. C'est parce qu'en fait, ça vous permet de ne pas vous soucier du point d'application. Le point d'application, c'est M et c'est tout. Vous n'étiez pas obligé de faire ce schéma sur votre copie, par contre. Alors, si vous ne le faites pas au brouillon, vous risquez d'oublier des forces.
Donc on avait le poids de direction verticale, sens vers le bas pour l'application M, donc le point d'application sera tout le temps M. Vous aviez aussi forcément la réaction du support, parce que a priori il touche le sol. Alors je vais les faire exactement de la même longueur, c'est pas obligé, on s'en fiche. D'ailleurs vous verrez ça n'a aucune importance ici. Donc la réaction du support, étant donné que le système est en contact avec le sol, et on vous dit, le freinage, en fait, on va représenter ça par une force de frottement. La force de frottement, c'est toujours dans un sens opposé au mouvement, tangent à la trajectoire. Là, vous voyez, a priori, on a une trajectoire rectiligne, donc vos frottements vont ressembler à quelque chose comme ça. Voilà, donc on a 3 forces. Vous n'avez pas de force de propulsion, parce que comme on est en train de freiner, vous voyez, quand vous freinez avec une voiture, peu importe quoi, vous n'êtes pas en train de continuer d'avancer en même temps. De toute façon, si vous l'aviez mis dans votre copie, vous allez voir, ça a peu d'importance. Je vous en reparle après si j'oublie pas. Donc on a 3 travaux des forces à exprimer. Donc les travaux des forces, ça s'exprime W comme work, et dans l'énoncé, j'avais oublié de vous le préciser, mais on vous dit qu'on commence le freinage au point A, on s'arrête au point B, entre les deux il y a une distance D, donc je vais calculer, exprimer pour le moment les travaux des forces entre A et B. Je commence par le poids, donc j'exprime la norme, donc les travaux c'est vraiment la formule du produit scalaire, donc j'ai la norme du poids fois la distance AB, alors ici elle s'appelle D, donc franchement vous pouvez l'appeler AB, mais le mieux c'est de respecter les notations de l'énoncé et de l'appeler D, et ensuite l'angle entre les deux. Alors beaucoup d'entre vous ont appelé tous les angles alpha. J'ai pas enlevé de point, parce que j'ai été sympa. Mais par contre, si vous appelez différents angles alpha, mais qui ne valent pas la même valeur, bah, c'est pas hyper rigoureux. Donc vous voyez, là ici, je vais l'appeler cosinus de l'angle entre le poids et le vecteur AB. Parce que par contre, vous ne pourrez pas l'appeler le vecteur D. Ça, c'est pas super précis. Vous voyez, le vecteur AB, c'est celui entre le point A et le point B. Simplement, la distance entre les deux vaut D. Bon, ne nous embêtons quand même pas trop. Je vais le refaire rapidement pour les autres forces. Du coup, je vais commencer par Rn, en fait, la réaction normale du support. Mais vous allez voir, c'est exactement la même chose. Là, je note la norme de Rn, je note la distance D, je note le cosinus de l'angle entre le vecteur Rn et le vecteur déplacement AB. Et ma dernière force, c'est les frottements. Tac. Hop. Et je fais exactement pareil, à ceci près que la norme des frottements s'appelle F tout court. Donc, vous voyez, je ne vais pas mettre le symbole de norme. Ça s'appelle F, je l'appelle F. Et le cosinus de l'angle entre les deux, par contre, c'est bien un vecteur. Donc, là, j'écris vecteur F et AB. Donc, vous voyez, c'était ça qui était demandé. Même si le mieux du mieux, évidemment, c'est d'aller un petit peu plus loin. Parce que là, maintenant, le vecteur AB, on est d'accord, il est ici. Donc le vecteur AB, en quelle couleur je pourrais le faire pour que ça ne gêne pas vous? C'est quoi? Je vais le repasser en bleu. Même ça ne se verra pas super bien, mais c'est pas très grave. Vous voyez, votre vecteur AB, c'est simplement le vecteur qui va de A vers B. Voilà, ceci est le vecteur AB. Ça veut donc dire que l'angle entre le poids et AB, eh ben, vous voyez, votre poids, il est comme ça, votre déplacement est comme ça, l'angle entre les deux, c'est 90 degrés. Et ce qu'on sait, c'est que 90 degrés, son cosinus, ça fait 0. Donc là, si vous voulez, en fait, l'idéal, c'est d'écrire que le poids ne travaille pas. Moi, je vais l'écrire juste après ceci, parce que je fais le même raisonnement avec la réaction normale du support. Elle est dans l'autre sens, mais par contre, regardez, si vous regardez l'angle entre la réaction normale du support et AB, encore une fois, vous avez un angle de 90 degrés. Donc pareil, la réaction du support ne travaille pas. Et c'est pour ça que cet exo, même s'il a l'air assez difficile, en fait, il y a pas mal de choses qui se simplifient. Comme souvent, il y a quand même beaucoup de travaux de force qui valent 0 dans une situation. Et donc justement, la conclusion, alors je crois que si je dépasse là, on ne va pas voir ce qui est marqué. Bon, je crois que j'ai un peu de place pour écrire en bas, c'est encore dans le champ de la caméra. Je vais écrire que le poids et la réaction du support, j'abrège, et la réaction du support ne travaillent pas. Par contre, je peux quand même développer ici. Vous voyez, tout ça c'est un peu du bonus. Hein. Je l'ai exprimé, je ne l'ai pas vraiment calculé, mais j'ai été un peu plus loin. Il ne travaille pas. On peut quand même exploiter aussi la formule du travail de notre frottement. Là, cette fois-ci, vous allez voir, ça ne vaut pas 0. Dans le sens où vos frottements
frottements, ils sont par là, votre vecteur AB, il est par là. Ça signifie donc que les deux sont dans la même direction, mais dans des sens opposés. Ça veut dire qu'entre les deux, vous avez un angle de 180 degrés. Et 180 degrés, tac, enfin, le cosinus de 180 degrés, ça fait moins 1. Cosinus de 180 degrés, ça fait moins 1. Ça signifie que les travaux des forces, le travail des forces de frottement est négatif. Et là, n'hésitez pas à inclure un mot de vocabulaire que vous connaissez. Je vais le marquer là. C'est que si votre travail est négatif, la force est résistante. Donc je vais marquer, les frottements sont résistants. Vous pouvez aussi marquer si c'est une force résistante. C'est vous qui voyez. Les frottements sont résistants. Super. Et vous voyez en fait, la question 1, j'aurais pu ne faire que ce que j'ai écrit en noir pour y répondre et avoir tous les points. Si vous rajoutez le reste, c'est clairement du bonus. Un peu, vous allez voir que ça va vous aider pour la suite. Super. Passons désormais à la question 2. La question 2, on vous guide un petit peu, on vous dit je vais devoir utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Donc écrivez-le d'après le théorème de l'énergie cinétique. J'abrège un peu parce que j'ai peur que ça dépasse, mais ici ça veut bien dire énergie cinétique. Donc là, vous le citez. Donc je vous rappelle que le théorème de l'énergie cinétique, c'est que la variation d'énergie cinétique, delta EC, vous pouvez aussi l'appeler énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale. Ici, vous voyez, on l'a clairement décrit dans l'énoncé. Le moment final, le moment où le freinage s'arrête, c'est en B. Et le moment où le freinage commence, c'est en A. Donc ça veut dire que mon énergie cinétique finale, c'est celle en B. Et mon énergie cinétique initiale, c'est celle en A. Mais attention, c'est pas que ça, le théorème de l'énergie cinétique. Ça, c'est un côté. Le deuxième côté, c'est que la variation d'énergie cinétique, c'est égal à la somme des travaux des forces, de toutes les forces qui s'exercent entre A et B. Sauf que nous, on a bien travaillé à la question 1. Et donc, on a vu en fait que le seul travail qu'on avait, c'était celui des forces de frottement. Donc, on a seulement le travail de la force de frottement. Je vais le remettre ici parce que le travail du poids, j'espère que ça ne dépasse pas, en tout cas il y a marqué que le travail du poids vaut 0 et le travail de la force de réaction normale vaut 0. C'est vraiment ça l'idée. Du coup, j'ai uniquement les travaux des forces de frottement qui restent. Donc, on va maintenant utiliser ce théorème en calculant d'un côté ECB moins ECA, de l'autre côté le travail de la force de frottement. Donc, l'énergie cinétique, vous connaissez sa formule, c'est 1 demi de mv carré. On utilise bien les notations de l'énoncé, donc moi je vais appeler mvb carré. Alors VB n'est pas une notation de l'énoncé, mais je l'inclus. Par contre, une chose qui est une notation de l'énoncé, c'est VA. On vous dit bien dans l'énoncé que avant de freiner, Kimi et son overboard, ils ont une vitesse de 5 mètres par seconde au carré, et ça s'appelle VA. Donc vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas l'appeler VI comme V initial par exemple, vous devez l'appeler VA. Donc ça c'est delta EC, vous voyez c'est ECB moins ECA, et c'est égal aux travaux des forces de frottement. Ça, la formule normalement vous l'avez écrite à la question 1. Donc c'est égal à la norme des forces de frottement qui s'appelle F, fois D, fois cos de l'angle entre les deux. Vous savez quoi, je vais l'écrire cos 104. Je vais l'écrire même carrément fois moins 1. Hop, voilà. Fois moins 1 parce que j'ai écrit à la question 1 que ça valait, que l'angle entre les frottements et AB valait 180. Donc vous voyez finalement ça vous pouvez l'écrire moins FD. Mais je vais continuer à simplifier parce que M, je le connais. VA, je le connais. F, je le connais. D, je le cherche. Vous savez quoi, je vais même l'entourer. C'est exactement ça que je veux exprimer puis calculer. Donc je vais d'abord devoir l'isoler. Ce que je ne sais pas exactement, mais que je vais en déduire, c'est que je suis en train de freiner. Le moment final, celui où je finis de freiner, j'ai quelle vitesse? 0 en fait. J'ai fini de freiner. Donc hop, je freine, et je m'arrête. Donc effectivement, en fait, VD, il vaut 0.
c'est le moment où on s'arrête de freiner. Donc là, clairement, notre formule se simplifie à fond. Je la réécris ici, mais du coup, vous voyez comme ceci est égal à 0, tout ceci est égal à 0, parce que 0 au carré, ça fait 0, et 1 demi de m fois 0, bah, ça fait 0. Donc voici ma formule écrite de façon simplifiée. Donc là, ici, vous voyez, je fais passer le moins devant. Je vais écrire un peu mieux mon égal. J'ai plus qu'à isoler D. Hop, j'efface et je le refais ici. Donc là, attention à ne pas se tromper quand vous allez isoler D. Ce serait bête de perdre des points à ce moment-là alors que vous avez fait le plus dur. Donc, moi, mon but, vous voyez, c'est simplement de faire passer moins F de l'autre côté. Donc, j'ai pas mal de chance. Les moins s'annulent de chaque côté. Vous voyez, moins divisé par moins, ça fait moins. Donc, j'ai uniquement à faire passer le fois F de l'autre côté. Pour faire passer le fois F de l'autre côté, je divise par F. Donc, en gros, j'aurais simplement que D égale 1 demi de mva carré sur F. Alors, vous pouvez l'écrire comme ça. Petite remarque, c'est évidemment exactement la même chose si vous êtes à l'aise avec les fractions que d'écrire mva carré sur 2f. C'est vous qui voyez. Et maintenant, en fait, j'ai toutes les infos, hein, parce que tout ceci, je le connais. Donc, je vais simplement faire l'application numérique. Il faut faire attention aux chiffres significatifs, aux conversions. Ici, j'ai pas fait de piège, hein, c'était pas un exercice qui était censé être type bac pour vous piéger ou quoi que ce soit. La masse, 60 kg, elle était bien en kilogramme, pas de souci. La vitesse, 5 mètres par seconde, elle était en mètres par seconde, donc pas de souci. Si elle avait été en kilomètres par heure, vous auriez dû la convertir, mais là, elle était dans la bonne unité. La force de frottement, elle était en newton, donc pareil, c'était la bonne unité. Et j'ai juste à vérifier que j'utilise bien le bon nombre de chiffres significatifs. J'ai deux... comment ça s'appelle j'ai deux chiffres significatifs pour chacun, 60 kg, 5,0. J'exprime avec... Je vous rappelle que 2 est un nombre pile, donc ça ne compte pas. Et vous pouvez simplement l'exprimer avec 3,8 mètres. Vous n'oubliez pas d'encadrer le résultat, ça vous permet éventuellement d'être plus précis. Et vous avez fini cet exercice. On passe à l'exercice 3 qui est aussi un exercice sur le chapitre 10, donc le travail et l'énergie, mais très différent de celui de l'exercice 2 qui était aussi sur le travail et l'énergie, parce que là on va s'appuyer à fond sur ce graphique. Donc finalement, on étudie une boule de pétanque qui est accrochée à un parachute qui est en train de tomber et on fait une vidéo de l'expérience. On mesure du coup l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie mécanique. Et la première question, c'est de trouver justement qui est qui, mais le plus important vraiment, c'est de justifier à fond. Donc déjà, soyons rigoureux. On peut préciser le système et le référentiel. Et justement, le système, c'est un petit peu trompeur. Je crois que j'ai mis plus 0,5 à personne sur cette question. Parce que c'est pas uniquement la boule de pétanque, c'est vraiment la boule plus le parachute. Parce qu'une boule toute seule, bah, en fait, elle va tomber très vite. Alors que là, vous voyez que le parachute, en fait, on le verra un peu après, vous verrez notamment la question 2, mais ça va tomber moins vite. Donc en fait, le système, c'est vraiment l'ensemble des deux. D'où l'intérêt des accolades pour dire, voilà, c'est l'ensemble des deux. Le référentiel, ça paraît encore logique de l'étudier à la surface de la Terre. La boule n'est pas en train de tourner autour de la Terre, enfin, c'est pas le mouvement de rotation qui nous intéresse. Donc on va juste l'étudier par rapport à l'endroit où elle tombe, donc qui est un point à la surface de la Terre. Et je vois qu'on parle d'énergie mécanique, donc j'ai envie de supposer le référentiel galiléen, parce qu'a priori, je vais me servir d'un des théorèmes de l'énergie, que ce soit l'énergie cinétique ou l'énergie mécanique. Donc il faut que le système soit galiléen, le référentiel soit galiléen. Donc, identifiant nos différentes courbes, je crois que je vais commencer par la 2, parce que c'est la plus simple à justifier pour moi. Donc, l'idée, en fait, c'est que vous avez la courbe 2 qui est une courbe décroissante. En gros, en fait, elle est en train de tomber avec... enfin, voilà, elle est en train de diminuer comme l'altitude. Justement, l'idée, c'est que la courbe 2, c'est la courbe de l'énergie potentielle de pesanteur. Énergie potentielle de pesanteur, je vous remets la formule qui est égale à mgh, car justement, elle diminue avec le temps. Elle diminue avec le temps, comme l'altitude.
C'est vraiment ça l'idée. C'est que votre balle est en train de tomber. Donc l'altitude H est en train de diminuer. Du coup, l'énergie potentielle est en train de diminuer. Mais c'est bien la 2 et pas la 1 qui diminue quand même. Et ça, je vais vous expliquer ça après. La courbe 3, c'est la courbe de l'énergie cinétique. En fait, si ça se trouve, c'est elle la plus simple à justifier, je ne sais pas trop. Il y a vraiment l'idée que dans l'énoncé, on vous dit que... j'ai perdu le truc. Ah oui, voilà. Là, on remarque que la vitesse augmente. Elle commence par augmenter, puis elle atteint une vitesse limite qui est constante. Et justement, l'énergie cinétique, c'est égal à 1/2 de mv carré. Je vais marquer exactement ce qu'on m'a dit là, parce que c'est vraiment de ça dont je me sers. La vitesse, donc l'énergie cinétique, commence par augmenter, puis devient constante, comme la courbe. Là, vous voyez, votre courbe, elle commence par augmenter, puis elle devient constante. Donc, commence par augmenter, puis devient constante. Et enfin, du coup, la courbe 1 par élimination. Alors, l'argument par élimination, la courbe 1, c'est l'énergie mécanique me convient. Mais évidemment, moi, je donnais un argument. L'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et justement, l'argument, en fait, c'est ça. Juste que la courbe 3, la courbe 1, c'est la somme des deux. Vous voyez, par exemple, si vous prenez le point de départ, au point de départ, la courbe bleue, elle est à peu près, je sais pas, on va dire 15,8 joules, alors que la courbe rouge, elle est à 0. 0 plus 15,8 joules, ça fait 15,8 joules, ce qui est l'endroit de la courbe verte, vous voyez, de la courbe 1. Ensuite, si je prends n'importe quel autre point, par exemple ici, à ce moment-là, la courbe bleue vaut 10 joules, la courbe rouge vaut à peu près 2 joules, et du coup, ma courbe verte, elle a à peu près 12 joules, et c'est tout. Et en fait, vous pouvez le faire pour n'importe quel point. C'est vraiment ça l'idée, c'est juste que la courbe 1, c'est la somme. Cette courbe est obtenue en additionnant les deux autres, donc c'est bien l'énergie mécanique. Parce qu'en gros, vous additionnez ce que vous avez pour l'énergie potentielle, pour l'énergie cinétique, et vous tombez sur le résultat de l'énergie mécanique. Cette courbe est la somme des deux autres, et c'est tout. Voilà pour la justification. Vous voyez, basez-vous vraiment à fond sur les formules. L'énergie potentielle de pesanteur, ça varie en même temps que l'altitude. L'énergie cinétique, ça varie en même temps que la vitesse. Et l'énergie mécanique, c'est la somme des deux. Voilà pour la question. La question 2. Vous allez devoir trouver la vitesse limite et à partir de quelle date cette vitesse est atteinte. Alors, la vitesse limite, du coup, on vous dit que c'est la vitesse quand ça devient constant. Je crois que je vais commencer par répondre à la deuxième partie de la question. À partir de quel moment est-ce que ça devient constant? Alors, si vous n'êtes pas trompé dans la question 1, la courbe de la vitesse, c'est vraiment la courbe 3, c'est la courbe de l'énergie cinétique. Donc, quand l'énergie cinétique devient constante, ça veut dire que la vitesse devient constante. Donc, ici, vous voyez, la vitesse devient constante. Je crois que moi, j'ai pris à 0,4 secondes. Je ne sais plus dans mes calculs si j'ai pris 0,3 ou 0,4. Les deux me vont. Mais effectivement, c'est vraiment ça l'idée. On n'a pas forcément besoin de justifier, mais en gros, je crois que je vais quand même le faire. Pour cette partie-là, EC, donc la vitesse limite, moi je vais l'appeler Vlim, parce que vous voyez, on ne m'a pas donné de nom, donc je vais l'appeler Vlim comme V limite. Donc Vlim devient constante à partir de T0. T0. Par contre, vous voyez, ça s'appelle T0, donc j'ai pas le choix, je vais l'appeler T0. De T0 égale 0,4 secondes. Voilà. Et par contre, le vrai point intéressant, c'est la question 2. Trouver justement que vaut Vlim. Eh bien, pour ça, on va encore une fois se servir de la formule de l'énergie cinétique, parce que l'idée, c'est que mon énergie cinétique, à un moment, elle devient constante. Et regardez, si vous voyez la valeur de la constante, alors j'ai peut-être un petit peu abusé, moi j'ai marqué 2,5 joules, c'est peut-être un petit peu plus petit, maintenant que c'est c'est un peu plus petit que 2,5 joules. Maintenant que c'est zoomé sur le vidéoprojecteur, c'est pas grave. C'est les incertitudes. Vous voyez, à un moment ça devient constant, donc moi j'ai dit à peu près à 2,5 joules. Donc, hop, EC égale 2,5 joules à partir du moment où ça devient constant. Bon, je vais juste marquer à partir de T0 égale 0,4 secondes.
Vous savez quoi, je vais même l'appeler EC lim. Vous voyez, pour dire que c'est l'énergie cinétique quand j'atteins la limite de la vitesse. Et je sais, d'après la formule de l'énergie cinétique, que c'est égal à 1 demi de mv carré. Oh, tout à l'heure, j'ai marqué juste m, mais je me souviens que la masse de mon système, donc c'est la masse de la boule plus la masse du parachute, sauf que le parachute, on suppose qu'il est très léger par rapport à la boule. Donc, pardon, je vais bien mettre mb, un petit b, comme ce qu'on dit sur l'énoncé. Donc, l'énergie cinétique, c'est 1 demi de la vitesse, 1 demi de la masse du système fois la vitesse au carré. J'ai décidé d'appeler la vitesse v lim. Donc, j'ai ça. Et là, vous voyez, mon but, c'est d'avoir v lim. Et bien, je vais isoler. Donc, pour isoler, je veux isoler ceci. Je dois me débarrasser du fois 1 demi de mb. Donc, pour me débarrasser du fois 1 demi de mb, donc là, ça, vous voyez, j'inverse juste. Eh bien, je divise par 1 demi de mb. Donc, je fais EC lim divisé par 1 demi de mb. Petite remarque, c'est exactement la même chose si vous maîtrisez les règles des fractions, d'écrire que c'est égal à 2 EC lim sur mb. Voilà, le 2, vous pouvez le passer au-dessus. Voilà. Et ensuite, je n'oublie pas de passer à la racine carrée. V lim, c'est égal à la racine de EC limite sur 1 demi de mb. Je fais mon application numérique. Donc, je vous ai dit, moi, j'ai lu comme énergie cinétique limite, j'ai lu 2,5 joules. Donc, c'est peut-être un petit peu surestimé, peu importe. De toute façon, les chiffres significatifs, c'est là pour ça. Divisé par 1 demi fois la masse de la boule, qui vaut 400 grammes. Et attention, ce n'est pas l'unité du système international à utiliser, c'est kilogrammes. Donc 400 grammes, n'oubliez pas de le passer en kilogrammes, ça fait 0,400. Faites attention à vos chiffres significatifs. Dans 0,400, il y a 3 chiffres significatifs. Par contre, attention, dans EC limite, il y en a 2, c'est déjà pas mal. Du coup, gardez bien 2 chiffres significatifs. Et moi, j'obtiens 0,11. On n'oublie pas l'unité, c'est une vitesse mètres par seconde. Donc en gros, vous voyez, ça veut dire qu'avec le parachute, la boule descend de 11 cm par seconde. C'est pas mal comme ordre de grandeur. Voilà, vous n'avez peut-être pas obtenu exactement la même valeur, mais en tout cas quelque chose de pas loin, ça dépend des valeurs que vous avez prises. Ok, donc voilà pour la question 2. Maintenant, la question 3, donc vous voyez, question 2, on a utilisé l'énergie cinétique. Question 3, on va utiliser l'énergie potentielle. Et question 4 et 5, vous allez voir, on va utiliser l'énergie mécanique. Cette fois-ci, à partir de la variation d'énergie potentielle de pesanteur, on va étudier la hauteur, l'altitude. Parce que vous avez compris, l'énergie cinétique, c'est lié à la vitesse. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est relié à l'altitude. On vous demande de vous appuyer sur le calcul de variation d'énergie potentielle de pesanteur. C'est assez précis. Je vais vous donner la méthode la plus propre, même s'il y avait une méthode rapide. Vous savez quoi? Je vous fais la méthode propre, après je vous fais la méthode rapide. Donc ça, c'est la question 3. Donc, on vous demande la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Je vous rappelle qu'une variation, c'est delta. Delta EPP, en gros, c'est égal à l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. Je crois que je vais les appeler EPF et EPI. Finale moins initiale. Et là, vous voyez, en fait, je vais simplement, utiliser les formules de l'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle, c'est égal à la masse du système, ici elle s'appelle mb, fois g, fois ma hauteur finale, moins la masse de mon système. Donc, vous voyez, ça c'était EPF, la masse de mon système qui est toujours la même, fois g, fois la hauteur initiale. Et là, justement, quand j'étudie tout ça, je me rends compte que ma balle, en fait, elle finit par tomber. C'est vraiment ça l'idée. D'ailleurs, si vous regardez l'énergie potentielle, à moi, elle vaut 0. Vraiment, ma balle, elle a fini de tomber. Ça veut dire qu'en fait, ma hauteur finale, elle est égale à 0. Et par contre, ma hauteur initiale, là, on fait super attention. On vous dit, la hauteur H, d'où on a lâché la boule. Donc, faites attention, vous ne pouvez pas l'appeler HI, en fait, elle s'appelle H. Voilà. Et donc, en gros, delta EPP, donc la variation de l'énergie potentielle. Donc, comme ça, c'est égal à 0, mg, vous voyez, mb fois g fois 0, ça fait 0. Donc, je vais juste avoir moins mb g fois h. Et mon but, c'est d'isoler h. Voilà.
Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais isoler H. Où est-ce que je fais d'abord mon application numérique? Vous savez quoi? Je vais d'abord isoler H. Donc H, ça veut dire que c'est égal à delta EPP. Donc vous voyez, ça, je le fais passer de l'autre côté. Là, mon but, c'est d'isoler H, donc de me débarrasser de moins MB fois G. Donc c'est une multiplication. Vous voyez, c'est moins MBG fois H. Donc je divise par tout ça. Donc divisé par moins MBG. Et là, vous pourriez me dire, ça va être négatif. Et en fait, non. La variation d'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. L'énergie potentielle finale, si vous ne vous êtes pas trompé et que vous avez bien dit que la courbe de l'énergie potentielle, c'était la 2. Alors, on sait que j'aurais pu le marquer depuis le début, ça, juste à côté, pour ne pas vous perdre. Mais l'énergie potentielle finale, c'est 0. L'énergie potentielle initiale, qu'est-ce que j'ai pris comme valeur? Est-ce que j'ai pris 16? Je crois que j'ai pris 16. Je crois que j'ai pris 16 joules. Vous, si vous avez pris une un petit peu différente, c'est tout bon, hein, comme d'habitude, c'est les imprécisions. Divisé par moins la masse de la boule. Alors attention, elle est en grammes, on la met bien en kilogrammes. J'ai, je ne sais pas si on vous le donne, je crois que oui, 9,80 newtons par kilogramme. Et si vous faites cette application numérique, donc vous voyez 0 moins 16, mais ça fait moins 16. Le moins se simplifie avec ce moins-là. Et au final, moi j'obtiens 4,1 mètres. Voilà. En gros, on a lâché la boule de pétanque d'une hauteur de 4,1 mètres. Donc je vous disais que ça c'était la méthode propre parce qu'on vous demande de vous appuyer sur la variation d'énergie potentielle. Donc en fait, on a envie que vous calculiez delta EPP. Sauf que moi j'ai compté bon et je pense que c'est normal. Si vous avez juste dit que l'énergie potentielle de pesanteur, vous voyez, c'est pas une variation, c'est juste à un moment précis. Si c'était égal à MGH. Et là, vous voyez, en fait, normalement, enfin, ceux qui ont vu cette méthode-là, ils se sont dit, ah bah oui, bah H, c'est au début. Donc en gros, en fait, à ce moment-là, ma balle elle est tout en haut à une hauteur H. Que vaut l'énergie potentielle? Et du coup, vous voyez, ils ont juste retourné la formule en écrivant que c'est égal à EPP divisé par mg. Alors, il ne faut pas oublier le b quand même, parce que normalement, sinon, même si je n'ai pas enlevé de point, je l'ai au moins fait remarquer. Ici, EPP, ça vaut 16, divisé par 0,400 fois 9,80. Et évidemment, on tombe aussi sur 4,1 mètres. Et là, vous voyez, vous n'avez pas les problèmes de moins ou quoi que ce soit. Par contre, c'est plus propre que ça. Mais bon, c'est plus rapide, ça. Chacun ses avantages. En tout cas, j'ai compté bon aussi ça. Mais comme on vous disait de vous appuyer sur le calcul de la variation de l'énergie potentielle, c'était plutôt ça qu'on attendait. Mais honnêtement, si vous avez écrit ça, ça veut aussi dire que vous avez compris. Donc tout allait bien. Super, on a fini avec la partie énergie potentielle, on passe à la partie énergie mécanique. La question 4, la conservation de l'énergie mécanique, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Pour un système, on veut toujours savoir est-ce que l'énergie mécanique est conservée ou pas. Ça veut dire est-ce qu'elle est constante ou pas. Encore une fois, si, j'ai encore effacé sur les courbes, mais si vous ne vous êtes pas trompé, vous avez dit que l'énergie mécanique, c'était la courbe 1. Et bon, elle n'est pas constante. Du coup, la réponse à la question 4, est-ce qu'elle est conservée? Non. L'énergie mécanique n'est pas conservée parce qu'elle n'est pas constante. Et franchement, il n'y a même pas besoin de justifier, vous pouvez marquer n'est pas conservée. Moi j'ai marqué n'est pas constante, donc pas conservée. Et là, le point hyper important dont il faut se servir, certains d'entre vous m'ont donné d'autres arguments et c'est bien, mais moi celui que j'attendais et celui qui est le mieux, c'est ce qui est écrit en gros en fait dans votre chapitre 10, il y a un à retenir sur le théorème de l'énergie mécanique et en dessous, il y a marqué conséquence. Et moi en fait, c'était vraiment ça que je voulais. C'était la conséquence de si ça n'est pas conservé. En gros en fait, l'énergie mécanique elle est conservée s'il n'y a que des forces conservatives dans le système. Donc s'il n'y a que le poids, la tension d'un fil, etc. Et par contre, si l'énergie mécanique n'est pas conservée, ça veut dire qu'il y a des forces non conservatives qui s'exercent sur le système. Et la force non conservative par excellence, c'est les frottements. Et en fait, c'est ça la conclusion. La conclusion, c'est que comme l'énergie mécanique n'est pas conservée, il y a quelque chose qui fait perdre de l'énergie, c'est les frottements. Donc, ainsi, on en déduit la présence de forces non conservatives
la présence de forces non conservatives qui font perdre de l'énergie. Vous voyez, c'est dans le nom. Une force conservative, elle conserve l'énergie mécanique. S'il n'y avait pas eu de frottement, ben, comment dire, l'énergie mécanique, elle serait restée constante. Et par contre, là ici, comme elle ne se conserve pas, vous avez des forces non conservatives et c'est les frottements. Et ça, en fait, ça paraît ultra logique parce qu'en fait, c'est les frottements de l'air ici qui comptent. Parce que vous avez mis un parachute. Littéralement, le but du parachute sur votre balle, c'est le pire dessin de la planète, c'est que votre parachute, il va résister à l'air, il va faire des frottements avec l'air. Et ben, du coup, justement, c'est ça qui fait diminuer hyper vite votre énergie mécanique. Et c'était ça la conclusion pour la question 4. Et évidemment, tout est lié, c'est que du coup, la question 4 nous permet de déduire l'existence de frottement. Dans la question 5, vous allez trouver la norme de la force de frottement. Et là, on va utiliser le théorème de l'énergie mécanique. C'était pas évident à deviner, mais rappelez-vous que dans la formule, que dans le chapitre 10, finalement, vous n'avez pas beaucoup de formules. Vous avez les formules du travail et vous avez les théorèmes de l'énergie mécanique et de l'énergie cinétique. Donc en fait, si vous voulez relier les forces, il vous faut forcément utiliser le théorème soit de l'énergie cinétique, soit de l'énergie mécanique. Ici, là, vous voyez, j'ai clairement envie d'utiliser le théorème de l'énergie mécanique parce que je viens de parler d'énergie mécanique. C'est possible d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique, mais la vidéo est déjà assez longue et il y a des endroits où j'ai fait ça dans les exercices corrigés du cours. Donc là, pour la question 5, je vais utiliser le théorème de l'énergie mécanique. Donc je l'écris. D'après le théorème de l'énergie mécanique, je vais écrire TEM pour abréger. D'après le théorème de l'énergie mécanique, alors la formule c'est delta EM, donc l'énergie mécanique, qui est égale à l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. Ben là pareil, je vais l'appeler EMF et moins EMI. Vous pouvez les appeler A et B, hein, si vous les voyez là, on ne vous a vraiment rien donné, donc c'est vous qui choisissez. Par contre, comme dans l'exercice 2, ça ne s'arrête pas là, c'est égal à la somme des travaux des forces non conservatives. Et les seules forces non conservatives qu'on a ici, en tout cas celles qu'on nous demande d'étudier, ce sont les frottements. Pardon, il n'y a pas de vecteur ici, je fais des bêtises. Et vous pouvez écrire que c'est entre A et B. Du coup, en fait, justement, là, peut-être si vous voulez, vous pouvez faire une phrase. Vous pouvez dire ici les frottements. Voilà. En gros, en fait, les forces non conservatives qu'on va étudier, c'est les frottements. De toute façon, il n'y a toujours que les frottements. Dans tous les exercices de lycée, voire même en post-bac, au début du post-bac, les seules forces non conservatives qu'on étudie, c'est les frottements. Donc en gros, on va calculer d'une part ça et d'autre part ceci. On va commencer par les travaux des forces. Donc en gros, vous voyez, comme ici, j'ai que les frottements, je peux écrire que la somme des travaux des forces, eh bien, c'est seulement la force de frottement. Je vais l'écrire comme ça. Donc c'est égal à juste les travaux des forces de frottement. Donc là, j'écris la formule du cours. Donc c'est le produit scalaire. Donc en gros, j'ai la norme des frottements. Donc je la cherche. On ne me donne pas de nom. Je vais la noter comme ça du coup. Fois la distance parcourue. Du coup ici, là, j'ai pas trop le choix. Vous voyez, en fait, l'idée, c'est que... Et d'ailleurs, je vais faire un schéma. C'est toujours bien de faire un schéma. Je vous rappelle que vous avez votre balle qui est accrochée à un parachute. Donc, ça veut dire que là, si vous avez le point A et le point B, eh ben, c'est vertical. Voilà votre vecteur AB. Voilà votre vecteur AB. Et la longueur de ce vecteur AB, eh ben, c'est la hauteur dont vous êtes tombé. Donc, c'est H. Et ensuite, vous avez besoin du cosinus de l'angle entre votre vecteur AB et vos frottements. Je vous rappelle que les frottements, c'est une force qui s'oppose au mouvement. Au point de contact, je vais faire le point de contact entre le parachute et l'air, parce que c'est le parachute en fait qui introduit beaucoup les frottements. Vous voyez, votre force de frottement, elle résiste. C'est vraiment ça le principe des frottements, c'est que ça résiste. Donc vous avez votre vecteur déplacement qui est comme ça, parce que ça tombe, donc ça va vers le bas AB. Vous avez vos frottements qui résistent, qui sont comme ça. L'angle entre les deux, du coup, eh ben, c'est simplement un angle plat, donc 180 degrés. Donc je vais quand même le marquer. Tac. Donc ici,
fois le cosinus de l'angle entre les deux, donc le cosinus de l'angle entre les frottements et le vecteur AB. Ouais, vous savez qu'on va écrire tout de suite ce qu'on a deviné, c'est-à-dire qu'on a trouvé que ça c'était égal, que l'angle entre les deux valait 180, et sauf que cos de 180, ça vaut moins 1. Donc en gros là ici vous verrez on pourrait écrire moins FH. Et en fait on peut déjà faire notre application numérique. Je vais l'écrire là, donc ici j'ai moins F, ici j'ai fois H. Pardon, j'ai l'impression qu'on ne voit vraiment plus rien. Vous savez quoi, je vais... Non, je ne peux pas encore l'éteindre. Mais en gros, ici, il y a marqué moins F fois H. Et en gros, ça, c'est égal à EMF moins EMI. Moi, je cherche F, donc j'ai juste à retourner la formule. Donc là, vous voyez, je dois me débarrasser de fois moins H, donc je vais diviser par moins H. Donc le F, je le mets ici. Ma norme des forces de frottement, c'est égal à EMF moins EMI divisé par moins H. Et là, on va faire l'application numérique parce que vous avez un graphique. Donc, il y a plein de valeurs dessus. Et la force de l'énergie mécanique, c'est toujours la 1. L'énergie mécanique finale, regardez, elle est là. Elle ne tombe pas vraiment à 0, mais honnêtement, si vous avez mis 0, c'était bon aussi. Mais pour moi, elle est plutôt vers 2 joules. Donc, vous voyez, en fait, l'énergie mécanique finale, elle vaut 2 joules. L'énergie mécanique initiale, moi, j'ai marqué 16 joules. Donc vous voyez, 2 moins 16 fait moins 14, c'est négatif, mais le moins va se compenser avec le H. H, j'avais eu 4,1. Et quand je fais cette application numérique, donc vous voyez comme j'ai qu'un chiffre significatif ici, je vais donner ma norme de force de frottement avec un seul chiffre significatif. Si vous avez écrit 2,0, ben vous pouvez mettre 2 chiffres significatifs, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, moi du coup, ça me donne une norme de 3 newtons. On n'oublie surtout pas l'unité. Les frottements, comme pour le poids, comme pour toutes les forces, c'est une force, donc c'est en newton. Et du coup, c'est bon. On a fini l'exercice. Mais par contre, on est bien d'accord que c'était pas évident du tout. Mais par contre, l'idée, c'est vraiment de se dire, quand on me parle d'énergie, à un moment, il faut que j'utilise l'énergie cinétique ou que j'utilise l'énergie mécanique. Vous voyez, là, ici, on a fait que de vous parler d'énergie tout le temps. Là, ici, maintenant, on vous parle de force. Vous n'avez pas le choix. Le lien entre les deux, c'est soit le théorème de l'énergie mécanique, soit le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique, ça marche aussi, mais c'est juste que ça vous donne la somme des travaux de toutes les forces, pas seulement les non conservatives. Et notamment, vous avez le poids qui s'exerce dans votre cas. Et sauf que par contre, l'immense avantage, c'est que regardez, le poids, il va comme ça, mais sauf que le vecteur déplacement, AB, il va aussi comme ça. Donc le cos de... Enfin, pardon, l'angle entre les deux... En fait, oui. Non, pardon. En fait, c'est pas du tout si facile. J'allais dire que ça vaut 0, c'est pas du tout vrai. Ça vaut 1. Et en fait, du coup, si vous aviez voulu utiliser le théorème de l'énergie cinétique, il aurait fallu écrire la formule du poids, ça ne vaut pas 0. Écrire la formule des frottements qui ne vaut pas non plus 0. Et c'était un peu plus dur à isoler. Là, c'est plus facile d'utiliser ça, même si ça marchait aussi ça, mais je vous le fais pas parce que c'est un peu long. Et vraiment, il y a des endroits où c'est fait dans le cours. Ce n'est pas très grave. Là, vous voyez, l'idée, c'est qu'on vous parle d'énergie mécanique. Franchement, utilisez le théorème de l'énergie mécanique. Nickel. Ok, et nous voilà au dernier exercice, on est presque au bout. Donc cet exercice-là, il est plutôt relatif au chapitre 8. Ça ressemble d'ailleurs à l'exercice noté que vous aviez fait en TP. Donc, parce qu'encore une fois, en fait, on va étudier un condensateur. Et l'idée, c'est que dans ce condensateur, vous avez des pigments noirs qui sont chargés négativement, alors qui avaient une charge QN, et des pigments blancs chargés positivement, qui avaient une charge QB. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va étudier ce système-là dans une liseuse. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que je vous avais projeté ce petit document-là. L'idée d'une liseuse, en fait, c'est que soit la page, elle est toute blanche, soit vous avez, par exemple, des fois du gris, je sais pas, pour des illustrations ou quoi que ce soit, ou bien la page, elle peut aussi être, enfin, un endroit de la page peut aussi être tout noir pour l'écriture. Et l'idée, c'est que ça va dépendre vraiment du signe de vos plaques. Vous, ce que vous voulez dans la question 1, c'est que la liseuse soit entièrement blanche. En gros, voilà, on affiche une page blanche. Donc en fait, on veut vraiment être dans cette situation-là. Et en fait, on vous dit que pour que ce soit blanc, du coup, il faut forcément des pigments blancs. Et les pigments blancs ici,
ben, ils ont une charge QB. On vous dit qu'elle est positive dans le document que je vous remontrerai, que je vous reprojetterai tout à l'heure. En gros, les pigments blancs ont une charge positive. Et vous voyez, ils doivent aller vers le haut pour que la plage soit entièrement blanche ici. Et bien, pour aller vers le haut, comme ils sont positifs, ça veut bien dire qu'ils doivent être attirés par une charge négative. C'est ça le principe de la force électrostatique, c'est de la force électrique. C'est vraiment le côté que une charge de plus est attirée par une charge moins. Si on veut que les pigments blancs soient attirés vers le haut, ça veut dire que forcément la plaque du dessus doit être négative. Et c'est ça l'idée de la question 1. Et en fait, ce document ne servait qu'à répondre à la question 1. Hop. Donc, pour que la liseuse soit entièrement blanche, QB doit être attiré par la plaque du haut. Donc, je vais marquer ça là. Je devrais plutôt dire ça. Je devrais dire les pigments blancs doivent être attirés vers le haut, doivent être attirés par la plaque du haut. Or, leur charge à ces pigments blancs, elle est positive. Donc, la plaque du haut doit être négative pour les attirer. Et en fait, du coup, ça, c'était pas, c'était pas forcément c'était un peu nécessaire, on vous demande pour les plaques, mais du coup, si la plaque du haut, elle est négative, forcément, la plaque du bas, elle est positive. Normalement, vous ne pouvez pas avoir dans un condensateur deux plaques qui ont la même charge. D'ailleurs, en fait, on le voyait sur le dessin. Vous voyez, si la plaque du haut, elle est positive, négative, la plaque du bas, elle est positive, et inversement. Hop, la plaque du haut est négative et celle du bas est positive. Et si vous voulez, vous pouvez même marquer que elle doit être négative pour attirer les charges positives. Il y a vraiment le côté de... Là, c'est ça, vraiment l'idée, c'est les plus attirent le moins, les moins attirent les plus. Et les autres se repoussent. Voilà l'idée. Ensuite, donc là, c'est un autre condensateur un peu différent. Justement, je ne vais pas le mettre dans le même sens pour pas trop donner l'indice. Vous voyez, si j'avais fait un condensateur comme ça, vous m'auriez dit la plaque du haut, elle est négative, la plaque du bas, elle est positive. Là, il n'y a pas haut et bas, il y a droite et gauche. Je vous mets un condensateur avec certaines lignes de champ. Donc les lignes de champ, elles sont représentées en rouge ici. Ça désigne le champ électrique, donc qui est orienté par là. Et on vous demande quelle propriété est-ce que ça démontre. Et bien là, en fait, c'est une propriété du cours à connaître par cœur. C'est que les lignes de champ, donc moi je vais abréger en LDC, elles sont parallèles. Elles sont parallèles. Et si elles sont parallèles, ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit où elles sont plus serrées. Parce que vous voyez, quand elles sont très serrées, ça veut dire que le champ est très fort. Et là, en fait, il n'y a pas d'endroit où le champ est plus fort qu'à d'autres endroits. Les lignes de champ sont parallèles, régulièrement espacées. Ça veut dire que le champ est uniforme. C'est vraiment ça l'idée, c'est le mot à utiliser. Un champ qui est, régulier, constant, c'est uniforme. Et c'est vraiment la propriété, ligne de champ parallèle égale champ uniforme. Peu importe que ce soit un champ électrique, un champ gravitationnel ou quoi que ce soit d'ailleurs. C'était vraiment juste ça. C'était une petite question de cours. Ligne de champ parallèle égale uniforme. Ensuite, vous devez représenter encore une fois sur le schéma de droite, j'aurais peut-être dû le remarquer, représenter sur le schéma de droite, la force électrique subie par un pigment blanc passé en M. Je vous avais placé le point M, il devait être pile au milieu des deux plaques, donc il est là. Alors, votre pigment blanc, donc il porte une charge QB, on rappelle qu'elle est positive, donc voilà, je vous ai dit, c'était marqué là, quoi. Et du coup, c'est positif. On vous dit qu'est-ce qu'elle va subir de la plaque négative. C'est un peu la même idée que pour la question 1. Le positif, une charge positive est attirée par une charge négative. Et petite remarque, on sait que la force électrique, c'est égal à la charge électrique, donc ici QB fois E. Ça veut dire que la force électrique et le champ E, ils sont collinéaires. Donc vous voyez, ils sont bien dans la même direction. Et comme QB est positif, ils sont bien dans le même sens. Voilà, bon ça c'était juste une petite remarque. Il fallait juste faire ça pour f de b. Ne pas oublier le nom. Voilà. Mettez bien un nom à votre vecteur. Mais c'était tout pour la question 3. La question 4, on fait bien attention, on nous le dit, il faut tenir compte des paramètres de l'énoncé. Ça veut dire que
vous devez bien respecter les noms choisis par l'énoncé. Et il vous faut l'expression de FB, donc je vous rappelle que FB est la force électrique subie par un pigment blanc, de la part de la plaque. Donc ça s'appelle FB, donc je l'appelle FB. Et il faut prendre en compte le vecteur unitaire U qui est ici. Voilà, on vous l'a déjà placé et il va falloir y faire attention. Mais on y fait attention en dernier. Je vous rappelle que la technique, c'est d'abord on écrit la formule qu'on connaît par cœur. Donc vous connaissez K fois Q1 fois Q2 sur D au carré. On fait super attention aux paramètres de l'énoncé. Bon, K s'appelle K, pas de souci. Alors, Q1 et Q2, bah, c'est ce que vous voulez. En gros, en fait, c'est juste que vous avez une charge qui est ici et ici, vous avez une autre charge. Donc moi, je vais dire que Q1, c'est QB. Mais peu importe, envoyez... Et l'autre charge, par contre, c'est la plaque. C'est pas QN. Il y en a plein d'entre vous qui ont marqué QB fois QN. Non, non, non. C'est pas FB, ce n'est pas la force exercée par un noir sur un blanc. C'est vraiment la force exercée par la plaque sur un blanc. Et regardez, Q plaque, bah, en fait, il est donné là. Fois Q plaque. Et petite remarque, si en plus on avait réussi à faire attention au fait de la valeur absolue, bon c'est quoi, non, je reviens là-dessus après, et divisé par la distance au carré, alors on ne vous la donne pas, il n'y a pas de nom pour la distance, donc vous pouvez juste l'appeler d carré. Et ensuite, donc je vous rappelle la technique, c'est on commence par donner la formule qu'on connaît par cœur, ensuite on rajoute le vecteur unitaire U, et en fait pour savoir ici si c'est un plus ou un moins, en fait on regarde juste nos sens. Là regardez, U il va vers la droite, FB il va vers la gauche, donc ils ne sont pas dans le même sens. Du coup ma formule c'est il y a un moins devant ici. Et c'est ce que je voulais dire quand je vous parlais de valeur absolue. Regardez ici j'ai la plaque négative, donc en fait ma valeur de la plaque négative elle ne vaut pas plus 20 microcoulombs, elle vaut moins 20 microcoulombs. C'est pour ça que ça peut être une façon de faire apparaître le moins ici. Mais bon, ça c'est un détail. Vous marquez la formule en respectant bien les notations de l'énoncé. Et ensuite, vous rajoutez votre vecteur unitaire. Vous regardez, est-ce que c'est dans le même sens? Est-ce que c'est pas dans le même sens? Si c'est dans le même sens, vous mettez un plus. Ici, si c'est pas dans le même sens, vous mettez un moins. Et vous êtes bon. Voilà pour la question 4. Et la question 5, vous allez voir, ça va super vite. En gros, en fait, il faut se souvenir, il y en a plein d'entre vous qui s'en souvenaient. Et c'est très bien, je suis très contente de ça. C'est que la force... c'est toujours la force de quelque chose sur quelque chose. Ici, c'est la force de la plaque sur le pigment blanc. Sauf que par contre, le champ s'en fiche de sur qui c'est. Le champ ne dépend que de la source. Et là, ici, vous voulez le champ créé par la plaque négative. Donc en fait, on s'en fiche complètement de celui qui le subit, de celui qui subit ce champ. En fait, vous, le champ, c'est tout ce qui ne dépend pas de ce qu'il subit, donc c'est tout ça. Il y en a plein d'entre vous qui ont pensé à l'entourer comme ça, un peu comme ce que j'avais fait, c'est bien. Et vous voyez en fait le champ électrique, bah, c'est votre force et vous enlevez juste sur qui est-ce que vous exercez votre force. Donc le champ électrique de la plaque, il s'appelle Eneg, donc vous l'appelez Eneg, c'est moins K fois Q plaque fois U, le vecteur unitaire U, divisé par D au carré. J'espère que ça ne dépasse pas, il y a marqué Eneg égale moins K fois Q plaque fois le vecteur unitaire U divisé par D au carré. Et c'est tout pour la question 5. On passe à la question 6. Donc là, question tranquille. De toute façon, vous voyez, en fait, même dans ces exercices durs, même dans des sujets durs, bah, il y a toujours des questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Calculer le poids d'un pigment, je suis sûre que parmi vous, tout le monde connaissait la formule du poids. Alors par contre, on vous dit de l'appeler PB. Ah non, pardon, on ne vous donne pas de... Non. Bon bah... je crois que je vais quand même l'appeler PB, moi, parce que j'ai envie. Donc, vous voulez la norme du poids, donc attention, comme vous voulez calculer, c'est plutôt la norme. Donc, soit vous écrivez PB, soit vous écrivez PB, mais dans l'idée, vous n'écrivez pas le vecteur PB. Vous voyez, vous écrivez l'un ou l'autre. C'est égal à, donc, P égale M fois G, par contre, on n'oublie pas de s'adapter aux notations de l'énoncé. La masse de notre pigment, on nous dit qu'elle s'appelle MB, en fait, c'est la même pour MB et pour MN. Et vous faites fois G, donc ça s'appelle G, il n'y a pas de souci, il est rappelé dans l'énoncé. Vous faites l'application numérique. Ici, il n'y avait pas de piège. MB, il était bien donné en kilogrammes, 1,8 fois 10 puissance moins 5 kg. G vaut 9,81 newton. On respecte bien les chiffres significatifs, il nous en faut 2. Ben, du coup, vous voyez, ça c'est comme ça arrondit ça à 10. Et du coup, ça vous fait 1,8 fois 10 puissance moins 4. N'oubliez surtout pas l'unité, ce n'est pas kilogramme. Kilogramme, c'est l'unité de la masse.
Le poids, c'est une force, et comme toutes les forces, c'est en newton. Voilà pour le poids. Et là, enfin, la dernière question, la grosse question, celle qui ressemblait vraiment beaucoup à l'exercice noté, c'est que, en fait, vous connaissez beaucoup de valeurs dans cet énoncé, mais vous ne connaissez pas QB. Et là, le plan, en fait, c'est de trouver QB, c'est d'isoler QB. Et la condition, c'est que votre force électrique doit être 100 fois plus grande que le poids du pigment. Donc voilà la condition, c'est que la norme de FB, elle est égale à 100 fois la norme du poids. Donc moi, le poids, je l'ai appelé PB. Sauf que je connais très bien la formule de FB. Je l'ai littéralement marquée là. Donc du coup, en fait, je vais juste la recopier. Est-ce que je garde le moins? J'ai oublié si je voulais garder le moins. J'ai complètement oublié. Dans le doute, je ne vais pas garder le moins, parce que ça dépend du vecteur unitaire. Et je verrai plus tard si je dois le rajouter. Mais par contre, vraiment, je recopie la formule que je connais par cœur. Donc vous savez, le K fois Q1 fois Q2 divisé par D au carré. Mais par contre, on fait bien attention. On respecte les notations de l'énoncé. Là, celui qui subit la plaque, bah, c'est le pigment QB. Et c'est la plaque qui exerce, donc Q plaque, sur D au carré. C'est égal à 100 fois PB. Et là, en fait, je peux directement isoler QB. Il n'y a vraiment pas de souci. Vous voyez, moi, mon but, c'est de trouver QB. Et en fait, la réalité, c'est que même s'il y a des choses qui sont un peu cachées, je connais tout dans toutes les valeurs qui sont marquées là. Donc, pour avoir QB, je dois me débarrasser de sur D au carré. Pour me débarrasser de divisé par D au carré, je fais fois D au carré. Donc, en gros, j'aurai 100 fois le poids fois D au carré divisé par... ah oui, j'ai un peu spoilé là. Et regardez, vous devez vous débarrasser de sur D au carré, mais vous devez aussi vous débarrasser de fois K fois Q plaque. Donc pour se débarrasser de fois, on fait diviser. Donc divisé par K fois Q plaque. Et là, je n'ai plus qu'à faire l'application numérique. Mais attention, je ne vais pas non plus dire que c'est facile. Votre poids, vous l'avez calculé. Donc il valait 1,8 fois 10 puissance 4 10 puissance moins 4 newtons. Alors, et l'immense difficulté, c'est D. C'était le piège. Et je crois qu'il y en a 2 parmi vous qui l'ont vu. Et c'est normal. En vrai, c'est 100% normal. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre d'avoir enlevé des points si vous ne l'aviez pas vu. Ce n'est pas grave. C'est la dernière question du dernier exercice. Votre point M, il est pile au milieu des 2 plaques. On vous dit que vos 2 plaques sont séparées de 70 micromètres. Du coup, ça veut dire que entre votre pigment qui est là et la plaque négative, il y a combien? En fait, il y a la moitié de 70 micromètres, c'est-à-dire il y a 35 micromètres. Parce que votre point M est pile au milieu des 2 plaques. Donc s'il est pile au milieu, bah, la distance entre la plaque et le pigment, c'est la moitié du total, donc 35 micromètres. C'était pas sympa. Je suis pas très sympa. Du coup, voilà. 35 fois 10 puissance moins 6, on fait bien attention, il y a micro, donc micro, c'est 10 moins 6. On n'oublie surtout pas le carré. Et on ne le met pas que sur 35, pas que sur moins 6, on le met sur les deux. On fait bien attention aux parenthèses. K, il est donné 8,99 fois 10 puissance 9 fois 10 puissance 9 et l'unité qui va bien. La charge de la plaque. Ah oui, et du coup, vous savez quoi en fait? Tout à l'heure, je vous ai dit, je ne sais plus s'il fallait garder le moins ou pas. Ouais, je garde le moins. J'avais oublié, mais ma plaque, elle est négative. Donc, vous voyez, en fait, j'ai envie de garder le moins qui était devant moins U, mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait vraiment le côté de... dans les corrigés des exercices du chapitre 8, 9, 10, des fois, je vous ai dit, ah, regardez, ça, c'est une façon élégante d'enlever le moins ou de rajouter le moins quand on en a besoin. Ouais, des fois, on n'a pas besoin d'être élégant. Mais vous voyez, moi, pour être élégante, je rajoute du coup le moins qui était là qu'on avait eu à la question 3. Donc du coup, il est là. Parce qu'en fait, ma charge de ma plaque, la plaque négative, en fait, elle a une valeur absolue de 20 microcoulombs. Mais par contre, c'est une plaque négative. Donc en fait, en non-valeur absolue, en valeur relative, en valeur normale, elle vaut moins 20 fois 10 puissance moins 6, ça s'appelle en microcoulombs. Donc on a encore le fois 10 puissance moins 26, le fois 10 puissance moins 6. Regardez, j'ai le moins ici qui se simplifie avec le moins ici. Et ça me rend vraiment très très heureuse parce que quand je fais l'application numérique, donc je fais attention à garder 2 chiffres significatifs,
j'obtiens 1,2 fois 10 puissance moins 16. Du coup, c'est bien positif. Attention, l'unité de la charge, c'est en coulombs, C, et c'est trop bien, c'est positif. Vous voyez, on me disait que la charge des pigments blancs, elle était bien censée être positive, donc c'est trop bien, c'est cohérent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la valeur de la charge élémentaire E, qui ne sert à rien. Ici, dans cet exercice, je ne vous l'ai pas donné, mais ça valait 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et vous voyez, c'est pas si loin en termes d'ordre de grandeur. Et c'était ça, du coup, la valeur qu'on était censé avoir. Voilà. Le point important qui m'intéressait surtout ici, c'était que vous soyez bien capable d'isoler QB. C'est vraiment toujours ça le plus dur. Ceci est une première équation. Et comme je connais la formule de FB, c'est une deuxième équation. Et vous voyez, du coup, j'essaye de résoudre ce système d'équations en isolant QB. N'hésitez pas à vous entraîner. Vous voyez, vous marquez ça et vous vérifiez que vous êtes bien sûr de pouvoir trouver ceci. Sans vous tromper, sans problème de signe, sans oublier le carré, les choses comme ça. Tout ça. Et enfin, la toute dernière question, alors peut-être même quelqu'un les ont oubliés alors que c'était un point facile. Que peut-on dire du poids du pigment par rapport à la force électrique FB? Alors regardez, vous avez que FB il est égal à 100 fois le poids. Ça veut dire qu'en gros, FB sur le poids, sur la norme du poids, c'est égal à 100. Et donc en gros, ça veut dire que la force électrique est 100 fois plus forte que le poids. Et donc en gros, le poids il est complètement négligeable dans cet exercice. C'était vraiment ça l'idée. Que peut-on dire du poids du pigment par rapport à la force électrique? J'attendais le mot négligeable. Il est négligeable par rapport à la force électrique. C'est-à-dire que honnêtement, si on voulait par exemple, si on était des zinzins et qu'on voulait faire un théorème de l'énergie cinétique ou de théorème de l'énergie mécanique dans ce système-là, et on pourrait dire que le poids est négligeable, donc le travail du poids est négligeable, etc. Mais voilà, là c'était juste pour introduire le mot négligeable par rapport à la force électrique. Super. Donc désolé, j'écris de plus en plus mal au fur et à mesure de la correction. J'espère que ça a été. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser là en commentaire de cette vidéo sur Pronote ou en cours. Vraiment, reprenez bien cette correction pour bien vous préparer à l'évaluation. Je vous rappelle que la meilleure façon de progresser, c'est de pouvoir corriger vos propres erreurs. Là, vous avez passé 2 heures sur un sujet. Ça veut dire que vous avez mis beaucoup d'efforts. Si vous le reprenez très sérieusement, en fait, votre cerveau il aura activé tous les mécanismes de révision et de compréhension des erreurs. En tout cas, bon courage. Je répète que ce n'était pas une évaluation facile. On va en refaire une un peu dans ce type-là, sauf qu'il n'y aura pas autant d'exos parce qu'il y aura aussi de la chimie. Vous faites ce que vous pouvez, vous révisez bien. Voilà, vous faites ce que vous pouvez. Bon courage, au revoir.